l'art est toujours ouvert à l'interprétation. Vous pouvez passer des heures à examiner une œuvre et toujours y découvrir de nouveaux éléments à chaque regard. Les peintures, retables et fresques de génie tels que Da Vinci, Van Eyck et Bosch ont toujours attiré la curiosité des historiens de l'art car ils ont pensé cacher des mystères, des détails cryptiques ou des symboles cachés. Ici, nous examinons de plus près les œuvres de 3 des plus grands peintres du monde qui étaient en vie pendant la fin du Moyen Âge. Le portrait Arnolfini. Ce portrait est si mystérieux qu'il a reçu plusieurs noms. Il semble que personne ne sache vraiment ce que le tableau représente. Il a été nommé le mariage Arnolfini, le portrait de Giovanni Arnolfini et de sa femme, ainsi que de nombreuses autres appellations. Et bien qu'il soit petit, il est rempli d'intrigues. On sait beaucoup de choses sur l'artiste Jan van Eyck. Il a travaillé pour les ducs de Bourgogne, mais a fini à Bruges, la capitale de la Flandre, qui était très riche, animé et possiblement le plus grand port de commerce en Europe dans les années 1430. Il est peint à l'huile sur bois et le coup de pinceau est si fin que l'image semble être photographique. Au premier regard, il semble représenter un couple fortuné dans un cadre domestique, mais au fil des années, les historiens de l'art se sont évertués à déchiffrer le symbolisme caché dans l'œuvre. On a soutenu que le fruit sur le rebord de la fenêtre indique que l'homme dans le tableau est riche, car seuls les riches peuvent se permettre de telles extravagances. Mais, dans d'autres tableaux de Van Eyck, comme le Francfort, la Madonna et l'Enfant, des fruits sont aussi exposés sur le rebord de la fenêtre, symbolisant probablement la chute de l'homme. Un retour à Adam étant un glouton dans le jardin d'Éden. Cela nous rappelle qu'il y a des conséquences lorsque nous sommes incapables de résister à la tentation. On peut aussi apercevoir un cerisier par la fenêtre du tableau d'Arnolfini. Les cerises sont le fruit traditionnel du paradis. Cela rappelle nos pertes et le sacrifice de Jésus. Un excellent exemple est la Madonna aux cerises de Just Van Cleef, où Jésus nous agite le fruit avec enthousiasme. Parce que le couple se donne la main, cela pourrait être un portrait de mariage. Le miroir magnifiquement peint à l'arrière reflète 2 autres personnes. Peut-être sont-ils les témoins, l'un d'eux pourrait même être Van Eyck lui-même, avec sa signature bien en évidence en haut. Beaucoup ont conclu que la femme semble enceinte, mais d'autres soutiennent qu'elle montre simplement le tissu coûteux de sa robe. On pensait à l'époque que les femmes, avec des ventres ronds proéminents, étaient bien plus attirantes. Peut-être qu'en soulevant sa robe pour révéler la doublure en fourrure blanche, elle affiche son statut et sa richesse. La fourrure provenait probablement du ventre de centaines d'écureuils et aurait été extrêmement coûteuse. Mais si elle est enceinte, nous savons que le couple est définitivement Mille et Milm Arnolfini, car leurs noms apparaissent sur les documents les reliant à la peinture. Les Arnolfini, riches marchands italiens, se sont installés à Bruges. Si la peinture représente Arnafini, arrivé à Bruges en 1419, les archives nous apprennent qu'il était marié et que sa femme est décédée. De nombreuses femmes et bébés sont morts en couche pendant le Moyen Âge. La grossesse était un moment à la fois heureux et effrayant. Et si le portrait était un enregistrement de la femme avant qu'elle n'accouche, au cas où elle mourrait. Bien que morbide, la mort était omniprésente au Moyen Âge et les gens y étaient habitués. Le tableau a peut-être été achevé à titre posthume. Certains indices subtils pourraient suggérer cette conclusion. Les scènes autour du miroir convexe sont celles de la Passion du Christ. Les scènes vivantes sur les sont du côté de Giovanni. Les scènes mortes sont du côté de sa femme. Sur le lustre au-dessus du couple, les bougies à gauche sont allumées, mais celle au-dessus de Madame Arnolfini est éteinte. Derrière l'épaule droite de la femme, il y a une chaise avec une image de Sainte Marguerite priant derrière un dragon, son symbole. Sainte Marguerite était la patronne des femmes enceintes. Un petit chien à ses pieds symbolise la fidélité féminine, un motif fréquent sur les tombes de femmes. Peut-être que Giovanni a choisi de commémorer sa femme après sa mort en comparant son sacrifice à celui de Jésus, dont le sacrifice ultime de mourir sur la croix est montré juste au centre du tableau. Léonard de Vinci n'était pas seulement un artiste brillant, mais était aussi un polymathe, talentueux, scientifique et ingénieur, entre autres choses. On pense qu'il a ajouté des codes cachés à beaucoup de ses peintures. La fresque de la scène de Léonard de Vinci, conservée au monastère de Santa Maria del Grassi à Milan en Italie, est l'une de ses œuvres les plus célèbres et les plus discutées parmi les théoriciens du complot. Créée à la fin du XVe siècle, la fresque mesure plus de 29 pieds d'eau de long sur 15 pieds de large et couvre l'un des murs de la salle à manger du monastère. Il y a eu un débat pour savoir si le disciple assis à la droite de Jésus est réellement Marie-Madeleine. La personne a un aspect très féminin et est la seule à porter un collier. On pense que le tableau contient plusieurs références dièses numériques. On croit que Da Vinci a employé les 6 premiers nombres de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8 et 13.
Donc, il y a une table, une figure au centre du tableau, 2 murs latéraux, 3 fenêtres, ainsi que les figures regroupées par 3. Il y a 5 groupes de pas de figures, 8 pieds de table, ainsi que 8 panneaux sur les murs et 13 personnes. On dit que ce type d'équilibre et de symétrie est esthétiquement plaisant pour l'homme. En fait, certaines des œuvres d'art et de musique les plus remarquables au monde intègrent des dessins et des motifs basés sur la séquence de Fibonacci. Il y a même des affirmations qu'il y a un code astrologique caché dans la fresque qui révèle le jour où le monde prendra fin, étant le 21 mars 4006, donc vous n'avez pas encore beaucoup à vous inquiéter. En 2007, Giovanni Pala, un technicien informatique, a découvert ce qu'il pensait être une partition musicale dissimulée en plein jour après avoir examiné les carnets de Da Vinci et la peinture. Si les 5 lignes d'une portée musicale sont tracées horizontalement sur la table, alors les mains des apôtres et l'emplacement des petits pains éparpillés peuvent être interprétés comme une notation musicale et lus comme une composition. Les notes, écrites de droite à gauche comme le faisait Da Vinci, créent une partition intelligible que nous pouvons entendre ici. Certes, cela pourrait n'être qu'une coïncidence, malgré les recherches prouvant que Da Vinci était un excellent musicien, en plus de ses autres talents. Il est supposé que Da Vinci a appliqué le calcul mathématique du ratio doré sur son chef-d'œuvre, la Joconde. Un rectangle peut être formé autour de la tête de Lisa, comme le dicte le ratio, puis le haut de sa tête, son nez et son menton sont parfaitement alignés. On pense que ces proportions sont un équilibre parfait entre la forme et la beauté. Silvano Vincetti, un chercheur, affirme que la toile contient des symboles cachés dissimulés. Il dit que l'imagerie haute résolution a montré que l'œil droit présente les lettres élevées, qui pourraient représenter les initiales de Da Vinci. Dans l'œil gauche, les lettres sont moins claires, cela pourrait être un B ou CE. Dans le fond, sous l'arche droite du pont, on peut voir le nombre 72. L'inspiration de Vincetti pour chercher des messages codés sur la toile vient d'un historien de l'art des années 60, a écrit un livre mentionnant les lettres visibles dans les yeux de Lisa. Si c'est vrai, il est alors difficile de connaître les intentions de Da Vinci en peignant ces lettres et chiffres, car ils sont invisibles à l'œil nu. Bosch, Hieronymus. Bosch a créé des mondes fantastiques remplis de créatures étranges et bizarres dans ses peintures. Né en 1450 aux Pays-Bas, il a été surnommé le père du surréalisme, un mouvement artistique apparu plusieurs siècles après sa mort. Il a aussi été décrit comme mentalement instable et hérétique à cause de son art. Ses paysages chargés et fantastiques sont remplis de symboles chrétiens. L'une de ses œuvres les plus connues est son triptyque, Le Jardin des délices terrestres, illustrant le paradis, l'enfer et ce qui les sépare. Elle a été peinte à la toute fin du XVe siècle. C'est une grande œuvre d'art de plus de 2 mètres de haut et près de 4 mètres de long. Le panneau central fait seul presque 2 mètres de large. L'œuvre se lit probablement comme un livre, de gauche à droite. Chaque panneau est lié, montrant la création de l'homme, sa vie et son échec dû à son comportement pécheur. Les 3 panneaux illustrent le paradis, l'enfer et un lieu intermédiaire. Sur le panneau de gauche, un dieu jeune présente Adam et Ève dans le jardin d'Éden, entourés d'animaux exotiques. Le plus grand panneau central montre les tentations étranges et surréalistes sur Terre et est rempli d'humains nus, s'adonnant à des passe-temps innocents, gambadant avec des oiseaux et des animaux entourés de fraises gigantesques et de créations de pierres hybrides bizarres. Alors que le panneau de droite représente le jugement dernier, c'est un paysage infernal où les humains se sont abandonnés aux tentations du mal et sont torturés dans la damnation éternelle. Le panneau sombre dépeint des scènes de torture et de mutilation. Contrairement à d'autres représentations médiévales de l'enfer où les gens brûlent vifs, la souffrance est ici à la fois physique et mentale. Il y a des jeux de dés en cours qui montrent que les créatures monstrueuses jouent avec les âmes de leurs victimes, tandis que les souffrants sont rendus fous par la peur. C'est dans ce macabre dernier panneau que nous pouvons trouver un autre morceau de musique, mais celui-ci est bien plus visible, étant peint sur le dos d'un personnage. Il paraît écrasé par une immense harpe et enfoncé dans un luth, observé par un public de monstres et un démon crapaud. Un tatouage de notation musicale sur les fesses a inspiré l'étudiante Amelia Hamrick à les transcrire, devenant ainsi connue comme la musique écrite sur les fesses du gars.
Amelia a décidé de, je cite, le transcrire en notation moderne, en supposant que la deuxième ligne de la portée est un cent comme c'est courant pour les chants de cette époque. Aussi connu comme la chanson des fesses de 500 ans venue de l'enfer, le morceau a été transformé en chant grégorien, peut-être la façon dont il était entendu à l'époque de sa peinture. La signification réelle des rares peintures de Bosch pourrait rester à jamais inconnue. Aucun écrit de l'artiste ne subsiste, donc interpréter son travail relève de la pure conjecture. Nous ne savons pas quand il est né, où et comment il a été éduqué, ou même qui a commandé la plupart de ses peintures. L'esprit doué de Hieronymus Bosch était-il un génie ou un fou? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de consulter notre nouvelle chaîne sur les pirates, Walk the Plank, et je vous verrai la semaine prochaine pour une autre vidéo. Santé!